bonjour à tous, on est là pour vous présenter du coup les levées de tension. Déjà, première question, qui d'entre vous ne connaît pas les levées de tension? Bon, normalement, vous connaissez tous les levées de tension en école de kiné. L'objectif, c'est de vous montrer un petit peu ce que c'est que les levées de tension. Pour nous, les levées de tension, ce sont des prérequis, un état finalement de manipulation. Ça va permettre de préparer le tissu, ou en tout cas, ça va mettre le patient dans un état beaucoup plus confortable si on souhaite manipuler derrière. D'autre part, ça va permettre d'augmenter la tolérance du tissu à une contrainte. Ça va jouer du coup sur des mécanismes neurophysiologiques. On va permettre de diminuer le niveau de douleur. Dans certains cas, les levées de tension ne seront pas applicables puisque du coup il y aura des spasmes musculaires et des contractures tellement importantes que du coup il faudra changer de technique. Auquel cas on utilisera peut-être de l'inhibition, des triggers ou à ce moment-là peut-être aussi de l'actif. Là, notre but, c'est de vous montrer quelques techniques de levée de tension avec Benjamin. Voilà. Oui, c'est ça. Et puis, pour rebondir sur ce que tu dis, Jean-Charles, effectivement, en levée de tension, on va agir du coup sur la désensibilisation au niveau de la zone via les phénomènes physioneuraux dont parlait Jean-Charles. Et ça va permettre d'augmenter la tolérance à la contrainte de notre muscle. Et on va pouvoir ainsi aller chercher la mobilité qui pourrait manquer à notre patient qu'on aurait eu dans notre bilan. Il est évident que c'est une technique qui va être utilisée par vos soins de façon judicieuse en fonction du bilan que vous avez fait à votre patient, avec toujours cette notion de tester votre patient avant, de faire votre technique et de venir retester votre patient après pour voir si on a l'effet escompté et qu'on peut ensuite passer sur de l'entretenir, du maintenir, lui donner de la mobilité, des exercices actifs. Donc là, ce qu'on va faire, on va vous montrer des techniques de levée de tension. À ce moment-là, Benjamin va aller sur la table, si tu veux bien. Allez, avec plaisir. On va vous montrer d'abord une levée de tension de deux tissus qu'on appelle le petit dentelé postéro-supérieur et petit dentelé postéro-inférieur, qui sont deux muscles très importants, notamment dans le cas de cervicalgie, dans les cas de dorsalgie et aussi dans le cas de lombalgie. Pourquoi? Parce que ce sont des muscles en fait, qui jouent sur des zones charnières. Des zones charnières, ce sont des zones qui bougent peu, mais le peu de mobilité qu'elles ont, s'il y a une restriction de mobilité, ça va entraîner des pathologies, des douleurs et des restrictions de mobilité sur le rachis cervical, thoracique et ou lombaire. Pour ce qui est des lombaires, au niveau thoraco-lombaire, sur le petit dentelé postéro-inférieur, il peut déclencher le syndrome de Meigne. Syndrome de Meigne, donc dérangement intervertébral mineur, au niveau thoraco-lombaire, qui peut déclencher des douleurs au niveau lombaire, sacroiliaque au niveau de la hanche, au niveau du pis de laine, chez l'homme et chez la femme, du coup des douleurs jusqu'aux testicules et aux lèvres. Donc du coup, ça peut être intéressant de venir travailler ces zones-là. Dans un premier temps, je vais vous montrer le petit dentelé postéro-supérieur, qui est d'ailleurs en lien avec le petit dentelé postéro-inférieur. Donc pour ce faire, pour n'importe quelle levée de tension, il faudra bien être au courant de l'anatomie et de la biomécanique de notre muscle, puisque du coup, on va aller dans une notion d'étirement. Et dans cette notion d'étirement, on va demander une contraction, une participation active de notre patient, puis suivi d'un relâchement. Pour ce qui est de la contraction, il est plutôt admis qu'on fasse 6 secondes. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Dans la littérature, il n'y a aucune justification de dire pourquoi 6 secondes. Vous pouvez faire entre 3 et 10 secondes, suivi par un temps de relâchement avec un soupir, et c'est là seulement on va venir gagner en mobilité. Et simplement pour rebondir sur ce que tu dis, Jean-Charles, on garde à l'esprit que c'est une technique qui est quand même qui demande pas mal de tolérance de la part du patient. Et donc pour rejoindre ce que dit Jean-Charles, effectivement, ne soyez pas trop focus sur ces 6 secondes. C'est-à-dire qu'il faut vraiment vous adapter à votre patient. Certains patients vont très bien tolérer la technique et vont avoir beaucoup d'attentes vis-à-vis du fait que vous veniez lever leur tension, alors que d'autres patients vont avoir peut-être plus de résistance, plus de difficulté à tolérer la technique. Et là, on sera plutôt sur du 3 secondes ou après repartir, pour faire le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, sur des techniques d'inhibition, sur de l'actif, etc. Comme l'a dit Benjamin, à chaque fois, on s'adapte à notre patient. Je t'en prie. Alors pour le petit dentelé postéro supérieur côté gauche, il va permettre de faire une élévation des côtes, donc 2, 3, 4, et il va finir du coup au niveau des épineuses. Ce qu'on va faire déjà dans un premier temps, il va falloir qu'on éloigne nos points d'insertion. Donc ce que tu vas faire, Benjamin, tu vas tourner la tête à gauche, s'il te plaît. En tournant la tête à gauche, j'ai les épineuses qui vont venir vers moi. Et ensuite, ce que je vais venir faire, il va falloir que je vienne fixer mon rachis cervical. Et ensuite, je vais venir mettre ma main sur l'angle postérieur des côtes pour pouvoir éloigner mes points d'insertion.
Là, ce que je vais demander à Benjamin déjà, c'est est-ce qu'il est confortable dans cette position-là? Est-ce que ça va? Le but, c'est que souvent sur les cervicalgiques, le gain en rotation, ce n'est pas forcément ce qu'on va chercher en premier puisqu'il va être potentiellement douloureux. Donc ce que je vais faire, je vais venir avec ma main crâniale, venir fixer mon rachis cervical. Avec ma main caudale, je vais me dire mettre ma main entre mes épineuses et mon angle postérieur de côte, comme ça avec un crédit de peau. Ça va me permettre de mettre en tension le petit dentelé postéro-supérieur. Et ce que je vais faire, vu que c'est un muscle qui est inspirateur accessoire, je vais demander d'inspirer profondément, s'il te plaît. Et lorsqu'il soupire, je vais gagner tranquillement pour venir éloigner mes points d'insertion. Ici, le côté actif, inspire profondément. La contraction musculaire, c'est l'inspiration dans ce cadre-là. D'accord? Est-ce que c'est douloureux? Non, c'est parfait, Jean-Charles. C'est parfait, c'est bien. Inspire profondément et on soupire. Donc là, dans ce cadre-là, le côté des 6 secondes, 3 ou 10 secondes de contraction, il n'est pas adapté. Pourquoi? Parce qu'on dépend de la respiration de notre patient. Ça va? Dans le cas de levée de tension, surtout dans cette position-là, on peut avoir des bruits articulaires qui sont tout à fait normaux. Si on gagne en mobilité, ça reste intéressant. Là, ce qu'on va venir faire, tu vas te mettre sur le côté face à moi, s'il te plaît. Je vais vous montrer, du coup, on va faire le petit dentelé postéro-inférieur. Vous allez voir que ça peut ressembler à un étirement au niveau du carré des lombes. Là, on va pouvoir utiliser vraiment le côté soit inspiratoire de notre patient, comme tout à l'heure sur le petit dentelé postéro-supérieur, soit jouer avec les rotations. Il finit de l'angle postérieur des côtes et il va aller sur les épineuses. Je peux faire de deux façons. Soit un petit peu comme sur un carré des lombes, où là, ce que je vais faire, je vais venir laisser embarquer l'épaule de mon patient. Ça va permettre en fait d'éloigner mes côtes. Et ce que je vais venir faire, là, je vais venir fixer le bassin avec ma main pour venir faire reculer mes épineuses. Donc, le but, c'est d'éloigner ces points d'insertion. Je vais venir mettre ma main sur le grille costal. Je vais venir fixer avec ma jambe son bassin et je vais venir mettre en tension. Et là, je vais demander à Benjamin de reculer et de relâcher. Si vraiment je suis en difficulté par rapport à son gabarit, plutôt que de venir mettre ma main, je vais carrément venir mettre mon bras. Et là, je vais reculer et venir jouer carrément avec tout mon corps. Et là, vas-y, pousse contre moi. Et tu relâches. Pour info, ceci n'est pas un concours de force. C'est-à-dire que si Benjamin gagne contre moi, je ne vais pas lui demander de pousser à fond. Je vais lui demander de pousser jusqu'à ce qu'il y ait une contraction sans mouvement. Donc tu pousses contre moi, hop, pas trop fort, juste là. Et tu tiens, tu relâches. Je le laisse relâcher tranquillement. Et ensuite, dans un deuxième temps, je vais venir gagner. L'autre technique qu'on va pouvoir faire pour le petit dentelé postéro-inférieur, mets-toi à plat ventre de nouveau, s'il te plaît. Là, je vais vous montrer sur le côté gauche pour que ça soit plus visuel. Je vais venir prendre le IAS de mon patient. Mon objectif, c'est de venir amener les épineuses vers moi. Et pour pouvoir éloigner mes points d'insertion, je vais venir mettre ma main sur l'angle postérieur des côtes, des dernières côtes. Pas les flottantes, bien sûr. Et donc, ce que je vais faire, je vais venir tracter vers moi le bassin. Et là, je vais venir pousser les côtes vers le sol. Là, c'est plus facile puisque du coup, j'ai la gravité qui m'aide. Tu vas venir pousser contre moi. Tu relâches. Et moi, je gagne. Je gagne sur mes deux points d'insertion. OK? Ça va être hyper intéressant pour tout ce qui va être dorsalgie et les lombalgies. L'un répond à l'autre. Donc, quand vous pouvez, si vous voulez vous occuper de petits dentelés postéro-supérieurs, occupez-vous aussi de petits dentelés postéro-inférieurs. OK? Mets-toi sur le dos, s'il te plaît. Autre levée de tension simple, mais importante, dans le cas des lombalgies, on va voir le piriforme. Le piriforme, ce qu'on aime bien faire, on va venir chercher une flexion à 90 degrés, on va venir chercher une adduction horizontale. Là, si je ne verrouille pas mes paramètres, là, je vais tout embarquer et là, je vais venir mettre en tension en partie mon fascia thoracolombaire et je vais être dans mes lombaires. Je ne vais plus du tout être dans mon piriforme. Si je vais être dans mon piriforme, il va falloir que je bloque mes points d'appui. Soit vous venez mettre votre main sur le IAS et je vais venir embarquer l'adduction. Ce n'est pas forcément celle que j'utilise. Moi, je préfère utiliser celle-ci. Ou je viens utiliser ma jambe pour mettre un petit peu de rotation externe. Puisque souvent, les patients, ils ont des douleurs au niveau du pli de l'aine quand vous allez chercher cette adduction. La rotation externe permet de diminuer le conflit de hanche. Et ce que je vais venir faire, je vais venir appuyer ma main dans le fût fémoral pour venir fixer mon bassin au sol. Je me fixe à la table, je vais venir appuyer dans le fût fémoral. Et là, je vais ramener l'adduction
Ça va? Tension de 0 à 10? 8? Ok, donc je relâche un petit peu. Et là, je vais venir à demander à Benjamin, écarte ta jambe vers vous, donc vers la droite. Donc j'ai une contraction de mes fessiers et notamment de mon piriforme. Il relâche. Et ensuite, je vais venir gagner progressivement. Ça va? On recommence. On le fait 3 fois. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Il n'y a rien dans la littérature qui peut vous dire c'est 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois. Si vous voyez avec votre patient, ça lui fait du bien et vous gagnez, ça peut être 10 fois. Si au bout de 2 fois, je sens que je gagne et après ça plafonne et voire même ça devient désagréable pour mon patient, ok, je m'arrête. À chaque fois, on fait quoi? On s'adapte à notre patient. Ok? On va faire un dernier, si vous voulez bien. Tu veux? Tu veux le faire? Trapézio, si tu veux. Ou un autre. Est-ce qu'il y a un lever de tension qui ça vous intéresserait qu'on vous montre? Est-ce qu'il y a un petit muscle du dos, quelque chose qui vous a posé souci peut-être? Élévateur de la scape, ok. Tu t'allonges Jean-Charles? Oui. Tu mets sur le dos, s'il te plaît. Donc l'élévateur de la scape, évidemment, on en a parlé brièvement. C'est évident que pour faire des levées de tension, faut connaître votre anat, il faut connaître votre bioméca. Ça, personne ne pourra y couper. Si on ne connaît pas les points d'insertion, on va avoir du mal à aller appuyer dessus pour mettre en tension notre muscle. Élévateur de la scapula, qui vient donc s'insérer au niveau de l'angle supéromédial de la scapula en direction des transverses de C1 à C4. Là, je vais pouvoir m'appuyer sur mon angle supéromédial de la scape et jouer sur mes rotations. Il est inclinateur homolatéral et rotateur homolatéral dans la biomécanique. Donc, pour le mettre en tension, je vais faire de l'inclinaison contrô et je vais faire de la rotation contrô. C'est aussi simple que ça. Mise en place de mes paramètres avec la tolérance de mon patient. Attends, je vais peut-être enlever le casque. Donc, j'aime bien venir sécuriser mon patient au niveau de ses cervicales pour le rassurer pour commencer, surtout qu'en plus, là, on est juste au-dessus du trou de la table. Avec ma main caudale, je vais venir prendre appui sur son angle supéromédial de la scapula. Donc là, je vais traiter l'élévateur de la scape à droite, de votre côté, pour que ce soit plus visible. Et avec mon bras gauche, mon avant-bras et ma main, je vais avoir une prise très englobante, type prise en berceau, pour pouvoir l'emmener en controlatéral. Voilà, très bien. Là, comme ça, je peux vous parler, on rétablit la communication entre nous. Donc, arrête de t'en aller. Relâche ta tête en même temps. Problème, les patients ne sont pas toujours très coopérants, vous l'excuserez. Donc, je prends appui sur mon angle supéromédial, comme je viens de le dire 3 fois. Ensuite, j'emmène en rotation contrô, inclinaison contrô. Je ne vais pas chercher une rotation max, comme le disait Jean-Charles. Ce qu'on veut, c'est la tolérance du patient. Ça va? Oui, très bien. Ok. Je vais lui demander ici de venir ramener son regard vers la droite. On va jouer sur le regard. Viens tourner la tête vers la droite. Si tu veux, tu peux venir même la tête un petit peu vers l'arrière. Je bloque bien mon angle supéromédial de la scape et relâche. Je vais gagner un petit peu plus en favorisant ma main caudale pour préserver ses cervicales. Vas-y, tourne à droite. Et relâche. Merci Jean-Charles. Pareil pour le nombre de répètes, vous vous adaptez à votre patient. Je ne sais pas si on a le temps d'en refaire un ou deux. Peut-être qu'il nous reste un petit peu de temps. Est-ce que vous avez vu d'autres muscles éventuellement qui vous intéressent ou des questions sur les levées de tension en général? Il y en a un qui peut être intéressant. Je veux bien que tu t'allonges sur la table sur le dos. Il y en a un qui est intéressant, c'est le SCOM. Souvent, on voit les étudiants qui ont tendance à, que l'on a du coup en séminaire, qui ont tendance finalement à se tromper dans la manière de faire le SCOM. Souvent, le SCOM, vous le faites, par exemple pour le SCOM droit, vous avez tendance à le faire de cette façon-là. Vous venez faire du coup de la rotation contralatérale avec une main clavicule et vous venez mettre en tension. Quand vous mettez en tension, là on ne met pas en tension le muscle, on est plutôt en train de mettre en tension tout le fascia antérolatéral au niveau du cou. Pour votre information, le SCOM, il va venir faire quoi? Il va faire une antéprojection de tête, une extension du rachis cervical supérieur, une inclinaison homolatérale et une rotation contralatérale. Donc nous, il va falloir qu'on aille contre tous ces paramètres-là. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on aille sur
rétraction, flexion du rachis cervical supérieur, inclinaison contralatérale et rotation homolatérale. Ce qui fait beaucoup de paramètres à gérer. Il va falloir aussi gérer quoi? L'attache au niveau de la clavicule. Donc il va falloir que j'ai un contre-appui. Pour ce faire, hop, ce que vous allez faire déjà dans un premier temps, vous allez venir prendre tranquillement la tête de votre patient en berceau. Ce qu'on va venir faire, on va venir réduire l'extension cervicale supérieure en allant chercher de la flexion cervicale supérieure. On va aller chercher de l'extension du rachis cervical inférieur. La rotation, là, on est déjà en rotation homolatérale, donc on va chercher de la mise en tension. Le paramètre sur lequel on va jouer, comme on l'a dit depuis tout à l'heure, on ne va pas jouer sur la rotation, on va jouer plutôt sur l'inclinaison. Donc là, vu que je suis en train de mettre ma main au niveau de la bouche de mon patient, il faut qu'on ait un code pour qu'il me dise ça va pas. Tant que ça va, tu me fais pouce. Si ça commence à tirer ses moyens, tu fais ça. Si ça va pas, il faut qu'on diminue la tension. Comme au JJB, tu tapes par terre. Donc, je répète, flexion rachis cervical supérieur, extension rachis cervical inférieur. Je vais venir mettre ma main au niveau de la clavicule pour venir abaisser ma clavicule. Et là, ce que je vais faire, je vais venir gagner sur de l'inclinaison. Voilà. Et ensuite, ce que je vais demander à mon patient, je vais demander de faire de l'inclinaison homolatérale, c'est-à-dire que je vais vouloir que tu amènes ta tête vers la table. Tu relâches. Quand il relâche, je ne tire pas comme un fou. J'attends et ensuite je remets un peu plus de traction. On reste toujours dans notre communication non verbale avec les mains. Super. Tu ramènes la tête vers la table. Tu relâches. Et on gagne. Attention à bien toujours garder cette extension du rachis cervical inférieur. Quand on relâche, on ne lâche pas complètement la tête de notre patient sur la table. On revient doucement de nos paramètres. J'enlève ma main et je remets la tête de mon patient dans l'axe. Ça va, Benjamin? Voilà. Ok, ça c'est pour du coup le SCOM. Est-ce que vous avez des questions sur les levées de tension? Non? Oui. Il est gentil. Hein, du coup, c'était pour savoir quand est-ce qu'il le faisait pendant la séance. Parce que si j'ai bien compris au début, ça permet de préparer le tissu à la mobilisation qui va être faite après. Et est-ce que ça peut juste servir à un patient, par exemple, qui est sur l'ordinateur tout le temps, qui a les trapèzes bien contractés? Est-ce que ça va nous aider à les décontracter ou alors est-ce qu'on va plus passer sur de l'actif pour les décontracter? Alors, dans ma pratique, j'utiliserai surtout les levées de tension dans le cadre où, par exemple, pardon, ou s'il y a un déficit, par exemple, d'inclinaison gauche et une tension sur un trapèze, on peut utiliser les levées de tension, ou en tout cas l'expliquer aussi aux patients en auto-stretching, ou même en auto-levée de tension. Je vais vouloir le combiner toujours avec de l'actif. Le ou tout l'un ou tout l'autre n'est pas forcément adapté. C'est-à-dire que des fois, vous allez avoir des patients sur lesquels on va chercher l'inclinaison et des levées de tension. Vous allez leur demander est-ce que c'est mieux après, est-ce qu'on gagne en inclinaison? Si auquel cas, oui, je gagne en inclinaison et qu'il est beaucoup plus confortable, alors oui, c'est une technique qui est tout à fait adaptée. Des fois, vous allez avoir des patients, la levée de tension va venir augmenter les symptômes, augmenter du coup la raideur, là auquel cas, cette technique ne sera pas forcément adaptée. D'autre part, l'actif, on peut tout à fait le combiner où je fais de la levée de tension, ok, c'est mieux, et si en même temps je fais de l'actif ou j'active mon trapèze, est-ce que c'est mieux? Oui, auquel cas, on a peut-être besoin des deux. Et auquel cas, des fois, on n'a pas besoin de la levée de tension, on a juste besoin de l'actif. Dites-vous que les levées de tension, ce sont des outils, comme d'autres techniques, qu'on va venir implémenter les uns avec les autres. Ce n'est pas une technique est super et les autres sont nazes, c'est l'ajout des fois de plusieurs techniques en même temps pour moduler les symptômes de nos patients. Complètement d'accord. Ce qu'on veut toujours, c'est cette idée de triptyque qu'on a à l'ITMP de libérer, maintenir et d'entretenir. On veut d'abord libérer les contraintes au niveau tissulaire, au niveau arthrogénique, au niveau du patient, avant de pouvoir lui redonner pour pouvoir lui redonner de la mobilité, de faire de la désensibilisation, et après, ce qui va nous permettre de passer sur de l'actif. Ce qui va te dire, en fait, pour répondre à ta question un peu plus encore amplement, ce qui va te dire quand tu utilises une levée de tension, quand tu utilises une manip vertébrale, quand tu utilises un trigger, quand tu utilises de la neurodynamique,
quand tu vas utiliser tout l'arsenal que tu as en fait dans ta palette de masseurs kinésithérapeutes qui bossent avec tes mains, et ben en fait, ce qui va te dire ça, c'est ton bilan. C'est le bilan qui va t'emmener à faire un diagnostic différentiel, d'avoir une hypothèse de la symptomatologie de ton patient qui va être plutôt une hypothèse soit arthrogénique, myogénique, neurogénique, discogénique, ou après, est-ce qu'on est plutôt sur de la nociplastie, mais là on s'éloigne un petit peu du sujet. Aujourd'hui, on retrouve souvent des origines arthrogéniques, myogéniques, qui sont souvent un peu imbriquées, parce que forcément, si tu as une restriction de mobilité d'un point de vue musculaire, bah, tu vas avoir une restriction de mobilité au niveau de ton arthron. Donc du coup, c'est ça qui va te dire qu'est-ce que je vais faire à ce patient. Est-ce que le patient va pouvoir tolérer que j'aille directement sur de la manip? Des fois, ça sera le cas. Tu as des patients, ils viennent avec leur lot de croyances et de temps en temps, ils vont avoir juste qu'une envie, c'est que tu leur pètes la charnière et derrière, ils vont avoir l'impression d'aller beaucoup mieux. Alors qu'au final, tu as d'autres patients, évidemment, tu ne pourras pas du tout faire ça. Tu vas devoir être beaucoup plus doux et beaucoup moins invasif. Et donc là, tu auras peut-être plus accès soit à tes levées de tension, soit encore plus doux sur du trigger, de l'inhibition, etc. OK ? Est-ce que vous avez d'autres questions? Ouais. Donc, j'ai bien suivi, vous écartez les différents points d'insertion, ensuite vous demandez une contraction, puis relâchez, vous étirez gentiment. Donc ça, en fait, c'est bien, mais c'est de l'étirement, et au préalable, vous étirez le muscle. Le problème, c'est qu'au cabinet, nous, globalement, à chaque fois, les gens viennent, ils ont un muscle vraiment tendu, et lever de tension, on en a vraiment besoin sans mouvement. C'est-à-dire qu'il faut que la personne reste dans sa position de fonction de confort, donc certainement peut-être la tête inclinée d'un côté ou tournée d'un côté, et vous éloignez les points d'insertion. Le problème, c'est que là, quand le patient est vraiment douloureux, les points d'insertion, vous ne pouvez pas les éloigner. On est d'accord. Dans ce cas-là, comment vous faites? Alors, plusieurs solutions. Soit on reste focalisé dans notre côté levé de tension, donc là, on ira faire un levé de tension qui sera très doux, ou soit vraiment il y a un spasme musculaire, auquel cas la technique en termes de levé de tension n'est pas adaptée. Et là, on préférera soit du crochetage ou du trigger si le patient est prêt à supporter un niveau de douleur ou dry needling qui est aussi moins douloureux. Le crochetage, du travail à titre de fascia pour donner de la mobilité ou tout simplement, comme on a dit tout à l'heure, faire de l'actif pour pouvoir faire du pompage musculaire et finalement lever ce point de contracture. Et peut-être que du coup, là, la levée de tension sera possible dans un deuxième temps, voire même on n'aura peut-être pas besoin de faire de la levée de tension. Il est vrai qu'en aigu, si par exemple, pour reprendre ton exemple, tu parles par exemple de ce qu'on va appeler vulgairement un torticolis, hein, on va parler de ça entre nous vulgairement, on est quand même effectivement sur quelque chose de très aigu, sur une activité myoélectrique, et effectivement, c'est pas intéressant au niveau du faisceau neuromusculaire d'aller lui mettre plus de contraintes. Là, je suis d'accord. Et il faut garder à l'esprit que ce qu'on a vu là sur table, on vient mettre tous nos paramètres. Là, effectivement, on est sur une personne saine, hein, je pense que ça s'est vu que je suis sain, j'espère que tout le monde l'a remarqué, et que du coup, effectivement, on a pu aller loin dans l'amplitude. Encore une fois, c'est question de s'adapter à votre patient. On est tous d'accord là-dessus. Tu ne pourras pas emmener cette amplitude sur quelqu'un qui vient te voir avec un torticolis ou un lumbago. Hein. Là, on est tous d'accord là-dessus. Avez-vous d'autres questions? Bah écoute, je pense que Jean-Charles... Je peux vous montrer un autre levé de tension? Allez, je sens que tu es chaud, on y va. Ouais. Tu peux enlever ta chaussure, une chaussette, s'il te plaît? Et la chaussette? Ouais. C'est dommage parce que j'avais mis mes plus belles chaussettes, regarde. Je suis un peu déçu quand même. Ouais, quand même. Chaussettes Pikachu. Alors, tu t'allonges, tu te mets là-bas. Là, un muscle que vous avez souvent du mal à faire de la levée de tension, c'est le tibial postérieur. Tibial postérieur qui va être souvent tendu dans les pathologies du coureur, qui va être aussi tendu dans des pathologies de cheville, dans genre des entorses de cheville. C'est clairement un muscle qui est très important. On a même des fois des tendinopathies au niveau du tibial postérieur. Ça va être intéressant de savoir l'étirer. De la même manière, on va pouvoir aussi à un moment donné l'expliquer à notre patient. Donc, parfait. Le tibial postérieur, du coup, part du naviculaire, même s'il envoie du coup des trames faciales au niveau de la voûte plantaire, il va venir partir en rétro-malléolaire et il va venir plonger en profondeur sous le triceps. Et on va voir du coup notamment le nerf tibial qui va passer dedans, donc ça va être intéressant parce que des fois on peut avoir des conflits au niveau nerveux
et dans le cas de, par exemple, de fasciite plantaire ou même des fois de douleurs séquelaires au niveau des sciatalgies. Donc pour ce faire, vous allez pouvoir mettre du coup votre torse sur le genou. Tu relèves la pointe de pied. Donc le tibial postérieur, il fait de la flexion plantaire, enfin il fait clairement de l'inversion. Donc flexion plantaire, adduction, supination. Le paramètre majeur sur lequel on va pouvoir venir jouer, ça va être surtout l'abduction. Donc dans un premier temps, vous allez mettre du coup votre main gauche, là puisque je m'occupe de son pied droit, au niveau de sa voûte plantaire. Ma main droite va venir plonger sous le pied pour essayer d'aller cravater la naviculaire. Et ce que je vais venir faire, tu me dis, hein, d'accord ? On va venir aller chercher d'abord dans un premier temps, donc on est légèrement en flexion dorsale. On ne va pas chercher la flexion dorsale complète, puisque la flexion dorsale complète pourra mettre en tension surtout mon triceps, ce qui n'est pas du coup mon objectif. Je vais aller chercher d'abord mon abduction. Et là, c'est sur cette abduction-là où il ne faudra pas lésiner, il ne faudra pas hésiter à venir tirer pour aller chercher de l'abduction. Pourquoi je me mets en fait au niveau de mon genou, au niveau de ma poitrine, enfin au niveau de la poitrine, de son genou plutôt, puisque si du coup je ne gère pas ces paramètres-là, là je suis en train de lui faire un gros valgus au niveau du genou, et là dans le cas de douleur de genou type collatéral médial ou même syndrome fémoro-patellaire, ça peut être contraignant. Donc là je verrouille bien mon genou, je viens choper mon naviculaire et je vais aller chercher de l'abduction. Je peux même venir essayer de tracter pour aller chercher un petit peu de pronation et je tracte bien vers moi. Et là, normalement, ça tire bien. Votre patient, je peux même lâcher ma main parfois. Votre patient, il va vous dire, on est d'accord, que ça tire ici. D'accord ? Et là, qu'est-ce que je vais faire ? Lever de tension. Je te demande d'amener ta pointe de pied vers la gauche. Tu relâches. Et là, ensuite, seulement, je gagne. Ça va toujours ? Amène la pointe de pied vers la gauche. Donc, je tiens. Tu relâches. Et ensuite, je gagne. Et on revient en position initiale. Ce qu'il faudra, bien évidemment, avant, en préalable, il faudra peut-être aller regarder, notamment sur le tibial postérieur, aller chercher dans le mollet, voir si peut-être il y a une rénitence, une douleur profonde au niveau du mollet qui peut être intéressante. Et là, auquel cas, on ira mettre en place le lever de tension. Et le côté test, retest derrière, après mon lever de tension, j'irai vérifier de nouveau est-ce que le mollet, en tout cas toute la région, est moins douloureuse et moins sensible. Et là, auquel cas, on se dit, OK, on a une technique qui a été ponctuellement efficace. OK ? Oui. Merci Benjamin. Tout à l'heure, vous avez parlé d'une auto-levée de tension. Et puisque le patient est censé avoir une phase active, comment est-ce que vous faites pour gérer les paramètres de la phase active ? Est-ce que vous gérez les paramètres ou est-ce que le patient pousse contre lui Il pousse contre lui, tout à fait. D'accord. Si là, par exemple, je devais te montrer le tibial postérieur tout seul, je ferais ce mouvement-là. Et après, qu'est-ce que je ferais ? J'irais pousser contre ma propre main, en dedans, puis relâcher. Et là, mon patient est en train de se faire un auto-levé de tension. Ça revient à ça, quoi. Et dernière question, est-ce que vous faites une différence entre la levée de tension et l'étirement ? Ah oui, clairement. Je te laisse répondre, Benjamin, si tu veux. La réponse elle est dans la question, c'est-à-dire qu'en fait sur ton étirement, tu vas chercher à éloigner au maximum du coup tes insertions, d'accord, dont on parlait tout à l'heure, alors que sur ta levée de tension, tu vas inclure une notion de contracter-relâcher. Ok ? C'est vraiment ça la différence, c'est que l'étirement on est vraiment sur, on va dire, du gain de mobilité. Après, ça dépend si tu les fais à long terme, régulièrement, etc., sur quel temps. Alors que la levée de tension, on est plus sur une notion de libérer une tension, on va dire peut-être plutôt momentanément, pour aller gagner derrière de la mobilité et pouvoir proposer à mon patient des exercices d'automobilisation et de renforcement en actif. Et pour répondre à ce que dit Benjamin, le côté levé de tension a vraiment pour but de lever une tension au sein du muscle, lever potentiellement un spasme musculaire, alors que l'étirement, lui, va vraiment mettre en tension, bien sûr, une partie du muscle, mais il va y avoir toute la mise en tension de la structure myofaciale avec quelque chose vraiment de totalement passif. Ça va être vraiment ça la différence. Avez-vous d'autres questions ? Non ? Eh bien, écoutez, merci à vous. Merci à vous. Et si vous avez d'autres questions, même après l'intervention, n'hésitez pas à venir vous voir si vous le souhaitez. Merci pour votre attention. Vous pouvez nous retrouver au stand ITMP à l'entrée. Et puis dans les couloirs, on se bat toute la journée. On répondra aux questions avec plaisir. Et il y aura d'autres ateliers, notamment Trigger, Adrenaline, qui seront du coup complémentaires à ce qu'on vous a montré ici. Merci à vous. Bon salut à tous.